Bonjour à tous pour ce dernier jour de la semaine, donc pour cette émission La Quotidienne. Donc je vous propose de parler de karaté dans notre rubrique C'est Sport. Nous irons donc à la rencontre d'un as du karaté que je laisserai Jamie Waimo présenter. Ensuite, pour notre rubrique On s'occupe de vous, on va donc parler d'un nouveau concept des enfants diabétiques en colonie de vacances. Nous irons à leur rencontre grâce à la caméra de Mara Lourde. On en parle avec Anna Chiron dans notre rubrique On s'occupe de vous. Et enfin, pour notre rubrique Demandez le programme, donc nous parlerons de la rencontre des sculpteurs kanak et maori. Ça s'est passé au centre Pomemi à Koné. On en parle tout à l'heure dans notre rubrique Demandez le programme. Pour l'heure, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Je reçois aujourd'hui Winiko Yagé, qui est le directeur de l'Académie des langues kanak. Bonjour. Bonjour Alice. Alors on est là pour présenter un événement qui aura lieu le 21 février à Wegwa Bandé. Donc c'est le festival des arts du pays. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi l'Académie des langues kanak est associée à cet événement? En fait, c'est une initiative du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en l'occurrence Madame Gorodé, qui est en charge de la culture, qui a décidé de cumuler en fait 3 manifestations importantes. La Journée internationale de la langue maternelle, qui est une fête des langues maternelles promulguée par l'UNESCO dans le monde entier, qui se conjugue donc avec l'espace oralité, qui est une manifestation des différentes productions linguistiques organisées par l'Académie des langues, que nous faisons déjà depuis 2008, au même titre que le silo. Le silo est organisé par la Bibliothèque Barnum, l'espace oralité est organisé donc par l'Académie de langue kanak, et l'ouverture officielle du Festival des Arts du Pacifique avec la sélection des artistes, tout ça qui vont se passer donc à Bondé dans la commune de Wegwa dans le Nord. Elle a choisi Wegwa dans la mesure où, comme vous le savez, ça se trouve dans l'aire linguistique Hochmawap, et c'est l'aire linguistique à la fois la plus diversifiée, parce qu'il y a une dizaine de langues là-haut, contrairement à des zones modelins comme les fous, marais et tout ça. Et en même temps, c'est là-haut où il y a des langues qu'on peut considérer comme des langues en danger, parce qu'il n'y a plus assez de locuteurs et il y a des difficultés de transmission. D'accord. Alors justement, par exemple, pour l'ère Haute-Mawap, qu'est-ce qui va se passer durant cet événement? Quel sera le travail qui va être fait justement dans les ateliers? En fait, il y a plusieurs ateliers, c'est-à-dire que nous allons présenter toutes les actions que nous faisons, en matière de production, en matière d'édition, en matière de manifestation, en matière de valorisation des langues kanak, que nous faisons depuis 2008, bien sûr. Il y aura des ateliers d'écriture là-haut. Et puis, comme il y a des thèmes qui sont choisis, notamment la production des berceuses des chants, avec des jeux en langue océanienne. Et puis, il y aura donc plusieurs stands. Et en même temps, en plus de ça, parallèlement, il y aura la sélection donc, des artistes, avec des artistes qui seront inscrits auparavant auprès de la direction, auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, le moment, disons, le plus important, enfin, un des moments phares, c'est la remise donc, de la traduction de la charte du Sukukman. Ça, c'est un temps fort également. C'est un des temps forts que nous avons traduit donc, en quelques langues kanak. Alors, ce sera à la remise. Alors justement, comment vous l'avez travaillé, cette traduction de la charte? Disons que ce sont les chargés de mission qui sont en relation donc, avec certains comités de lecture dans les aires linguistiques considérées. Ça fait quand même 6-7 mois qu'on est dessus, parce que vous savez qu'il y a des problèmes importants de traduction. Effectivement. Et donc, c'est pas toujours évident de traduire à la fois des concepts linguistiques tels que l'accord de Nouméa, citoyenneté, ce sont des concepts difficiles à traduire d'une langue à l'autre. Donc c'est un peu toute la lecture. Mais c'est un premier jet. Je crois que ce qu'il faut surtout savoir, c'est que c'est un premier jet. Et après, risque après, à chaque conseil d'air, au Sénat coutumier ou à des associations, de retravailler avec nous sur une traduction finale de cette charte. Vous avez mentionné tout à l'heure la fête de la langue maternelle, organisée par l'UNESCO, une fête internationale. Alors, de nos jours, on sait que le français a beaucoup gagné un peu du terrain dans nos langues. Alors, justement, quel est le travail qui est fait à ce stade-là?
Enfin, je ne sais pas sur quelle base et quels critères d'analyse vous basez sur le fait que le français prend de l'importance sur nos langues maternelles, dans la mesure où les langues maternelles sont produites, transmises dans des contextes linguistiques d'origine. Alifou par rapport au Djehoufouan, le Némoné par rapport au Négomen. C'est dû aussi au fait que certains parents doivent continuer à faire des efforts de transmettre leur langue maternelle effectivement à leurs enfants. Je crois que c'est comme ça que la langue se perpétue. Il faut que les langues soient produites dans les manifestations, mais nous continuons bien évidemment à faire des enquêtes sur ces langues avec nos locuteurs. Alors, toujours pour annoncer cet événement à Bandé, quels seront les autres moments forts ou quelle sera la suite justement des ateliers qui seront effectués à Ouégoua? Disons que l'autre moment fort, c'est effectivement, disons, des artistes qui se sont inscrits si vous voulez, auprès du gouvernement de l'Union autour des thèmes que j'avais dit tout à l'heure, le slam, les berceuses, les généalogies, parce que c'est vrai que les discours généalogiques sont importants dans la transmission de nos valeurs. Et donc, un des moments forts, c'est le choix justement de ces artistes par le gouvernement. Il y aura un comité donc, de sélection des artistes qui sera mis en place à la fois par le gouvernement et des membres des mairies, parce que à la fois c'est la mairie de Ouégoua qui est notre partenaire, mais toutes les mairies de la province sont invitées à y participer. Et je crois que c'était un moment fort parce que c'est bien effectivement de valoriser nos langues dans nos pays, mais je crois que l'objectif aussi du Festival des Arts du Pacifique, c'est de confronter à la fois les problèmes et surtout nos politiques linguistiques de valorisation avec nos voisins du Pacifique. Donc de l'exporter aussi à l'extérieur. De l'exporter, mais pas uniquement à l'échelon océanien, mais de l'échelon de l'exporter aussi dans les pays et territoires d'outre-mer. Je rappelle qu'en 2010 ou 2012, je crois que l'Académie avait participé à un colloque qui est organisé aux États généraux du multilinguisme en Guyane. Nous sommes également présents dans des manifestations telles que École Pomme, organisé à la fois avec l'université, mais avec Tahiti. Donc vous voyez, il y a aussi la volonté de travailler en commun pour la création d'une académie de la langue wallisienne, les Futuniens Wallis. Donc je crois qu'une langue est ouverte lorsqu'elle est préservée, certes, dans nos pays, mais c'est bien aussi qu'elle soit bien découverte au-delà de nos récifs. Alors justement, à Ouégoua, est-ce qu'il y aura genre des rencontres entre les vieux et les jeunes, toujours par rapport à cette transmission de langue? Bien sûr. Alors, lorsque nous avons préparé, nous sommes toujours en train de préparer ces réunions avec nos partenaires, je crois que c'était la maire adjointe donc, de la mairie de Ouégoua qui disait qu'il y a une slameuse en langue Yuanga. On connaît surtout Paul Wamou, mais je crois qu'elle va présenter Yuanga. Il y aura aussi des discours généalogiques, donc des vieux qui seront là, que nous allons inviter, que ce soit dans vos antennes ou Est-ce qu'on peut expliquer justement le discours généalogique? Le généalogique, c'est la transmission de l'histoire des clans, et qui se manifeste autrement d'une ère linguistique à l'autre. Il y en a qui se font chez nous dans des rituels de la parole, mais il y a aussi une manière de raconter, dans quel contexte, quelle situation, etc. Mais je crois que là, ce sera hors contexte, bien sûr, mais hors contexte de production et de réalisation, mais c'est bien que des vieux puissent venir. Et il y a des échanges, surtout, il y a des ateliers d'écriture qui seront là, des gens, des jeunes, des vieux, des femmes, qui seront aussi invités pour pouvoir produire en langue. Alors, concernant ce discours généalogique, il est temps également aujourd'hui de l'écrire. Alors là, c'est un sujet à la fois sensible, c'est un sujet qui mérite encore d'être débattu. Je rappelle que des ethnologues par le passé, c'est-à-dire Jean Guiard, Alban Bensa, les Rivières, Audricourt, tous ces linguistes, anthropologues de référence qui ont commencé à travailler chez nous, ont déjà commencé à inventorier ces généalogies. Vous avez d'autres partisans de la préservation qui préfèrent que les textes qui expriment l'histoire des clans soient réservés, soient secrets. Il y a des clans qui choisissent ouvertement de le transmettre dans la mesure où, pour eux, ils seront mieux en sécurité chez nous. Il y a des moyens maintenant modernes, informatiques, pour pouvoir le préserver. Donc les avis sont partagés. Il convient simplement
de travailler ensemble pour qu'on soit d'accord sur les finalités, pourquoi, comment. C'est toute la difficulté que l'on rencontre. Mais c'est vrai qu'il y a encore des réticences. C'est une occasion de discuter de cela à Ouigoua. Donc, nous arrivons au terme de cet entretien avec un appel justement à la jeunesse du pays pour cet événement du côté de Bandé à Ouigoua. Je crois que la préservation et la transmission de nos valeurs linguistiques et culturelles se passe effectivement pendant ces moments-là. Elle se passe surtout dans les rituels de la parole qui se passent dans nos contextes linguistiques d'origine. Mais je crois qu'il faut venir pour pouvoir écouter, se rendre mieux compte de l'importance de la transmission des valeurs, de ce que nous faisons, pour pouvoir enrichir au quotidien la recherche et la valorisation de nos langues. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. Rappelez aux téléspectateurs combien d'ateliers et quel jour. C'est le 21 février. Il y a 5 ateliers différents, mais il y aura aussi des manifestations de danse, de vannerie, de chant, qui se dérouleront le 21, toute la journée à partir de 8h30, à Bandé dans la commune de Ouigoua. Voilà, donc l'appel est lancé. Winko Yagé, merci d'avoir accepté cette invitation. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Bonjour Anna, donc pour ce dernier agenda de la semaine, qu'est-ce qui se passe au pays? Les informations à nous partager aujourd'hui. Salut Élise et bonjour à tous. Alors on commence par l'association donc Écrire en Océanie, Nouvelle-Calédonie, donc en collaboration avec la médiathèque Ouest, la médiathèque du Nord et puis aussi l'association des bibliothécaires de la province Nord, donc l'ABPN, alors qui organise jusqu'au 30 mai 2015 un concours d'écriture sur le thème des faits divers. Alors, les participants du concours devront justement écrire une nouvelle qui s'inspire d'un fait divers paru dans les journaux du Pacifique et puis ils devront fournir, c'est ça, l'article de référence. Oui, c'est ça, Élise. Et puis la nouvelle, elle sera écrite bien sûr en français et puis ça sera limité à 4 pages quand même et puis dans le format A4. Et chaque candidat aura droit aussi à un texte et ensuite envoyer tout ça donc par mail à l'adresse suivante: contact@écrire-en-océanie.nc et tout ça avant le 30 mai 2015 si vous êtes intéressé. Ok, d'accord. Et ensuite, on va à Nouméa pour un petit rappel qui concerne l'aquarium des Lagons. Oui, parce qu'il se passe beaucoup de choses, Élise, figure-toi, du côté de l'aquarium. Alors, il faut savoir qu'il est possible donc de tout savoir sur les tortues et puis il est même possible de les voir en nocturne. Alors, le prochain rendez-vous, retenez bien, il est fixé au vendredi 13 mars de 17h à 21h. Et jusqu'au 31 mars, donc, il y aura de nouvelles animations qui seront organisées du côté de l'aquarium. Bah, écoute, on reste du côté de Nouméa, où il se passe beaucoup de choses. Donc, l'Association pour la sauvegarde de la nature néo-calédonienne a une information à transmettre justement à ses membres, je crois. Oui, ils tiendront plutôt leur assemblée générale le mercredi 22 avril donc 2015. Ça se passera à la mairie de Nouméa, dans la salle d'honneur. Et après la réunion, donc, à 18h, il y aura un buffet donc, qui sera proposé. Et ensuite, à 19h, la projection d'un film. Alors, pour les membres de l'association, eh bien, n'oubliez pas de confirmer justement votre présence. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore membres, mais qui veulent adhérer et qui sont intéressés, eh bien, vous pouvez contacter l'association au plus tard, le 21 avril. Et tout ça au 28 32 75, ou c'est possible aussi par mail à l'adresse suivante asnnc@canel.nc. Voilà, et on retourne en province Nord pour s'intéresser au milieu associatif avec la MASCOP, donc la mission d'accompagnement à la scolarité en province Nord. Oui, alors on est toujours en période de rentrée scolaire, donc la MASCOP qui rappelle donc à tous les élèves de la province Nord qui peuvent se faire aider, c'est possible de bénéficier du soutien scolaire. Et puis justement la MASCOP, elle interpelle toutes les personnes qui sont sensibles à la formation des jeunes en province Nord. Voilà, donc la MASCOP a besoin de votre soutien. L'appel est lancé aujourd'hui. Oui, et puis si vous avez envie de devenir partenaire ou mécène
c'est possible. Donc, justement, vos dons sont les bienvenus. Et pour plus de renseignements, est-ce que tu as justement un numéro pour se renseigner? Oui, si ça vous intéresse, vous voulez faire un don, vous pouvez appeler au 47 10 17 ou alors envoyer un mail à mascop@lagoon.nc. Voilà, donc une belle façon d'aider nos jeunes. Alors, maintenant, on va du côté de Thio, si tu veux bien, avec Je te suis. la visite de la mine de Thio. Alors, au programme, il y aura donc un petit déjeuner pour bien commencer la journée. Ensuite, un départ en bus donc sur le plateau, la visite du musée et ensuite un repas qui sera pris donc en tribu. Alors évidemment, pantalons et chaussures fermées qui sont obligatoires. Et puis pour les enfants de moins de 14 ans, donc on rappelle qu'ils ne sont pas autorisés donc à monter sur la mine, mais il y aura possibilité donc de les faire garder puisqu'il y aura une garderie qui sera mise en place au point I avec des ateliers qui seront justement proposés à ces enfants. Voilà, bien sûr. Donc il faut, pour ceux qui veulent y aller, il faut réserver les places à l'avance parce que je pense que c'est limité. Alors combien ça coûte ce genre de Alors d'itinéraire, en fait c'est un forfait, forfait qui est proposé, un forfait visite et repas au prix modique de 4 900 francs par personne. Et puis pour ceux et celles qui sont intéressés, il reste encore de la place, donc vous pouvez encore vous inscrire et faire vos réservations par email donc à thiotourisme@canel.nc ou par téléphone au 44 25 04. Voilà, et revenons à nos habitudes, on parle des coupures de courant. Alors, on commence par la commune de Bélep, donc qui informe tous les habitants et précisément de la tribu de Naouni, qu'il y aura donc une coupure le jeudi 26 février de 8h30 à 13h30, et donc pour cause d'entretien tout simplement du réseau haute tension. Et ensuite pour la commune de Païta. Oui, voilà. Ensuite, on redescend donc dans le sud, on va à Païta avec là la région de Tantouta-Rivière qui est concernée, le lotissement Beau Rivage, Pépinière Malangui, propriété Pasco et Persan, le lotissement Karonga aussi, Joseph et Martinet et enfin le Tantoutel. Alors là, la coupure, elle est prévue pour le 24 février de 8h à 15h. Donc notez bien. Et puis là aussi, c'est pour les mêmes raisons, c'est toujours pour l'entretien du réseau haute tension. Et bien sûr, comme d'habitude, dans le cas où les travaux, on va dire, se dérouleraient plus rapidement que prévu, et afin de limiter des désagréments causés par cette coupure, le courant pourrait être justement rétabli sans autre préavis. Donc c'est souvent ces messages-là de la part de oui, voilà. Voilà. Alors, donc, pour moi, c'est fini donc, pour l'agenda du pays pour cette semaine. J'espère que vous avez tout retenu, ou presque. En tout cas, tu as donné beaucoup d'informations cette semaine. Donc, j'espère que ça va vous servir. Et puis, bon, ben, je vous souhaite à toi et puis à vous aussi un bon week-end. Et puis, prudence encore sur les routes. Ok, merci Anna. Puis nous, on se retrouve tout à l'heure pour la rubrique. C'est vrai, on n'a pas fini encore. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique C'est sport avec Jamie Waymo. Bonjour Jamie, dans ces sports on va parler du karaté, une discipline mondialement connue mais qui n'est pas présente justement, qui ne fait pas partie des disciplines olympiques et c'est vraiment dommage. Voilà un véritable paradoxe pour cette discipline qui regroupe tout de même pas mal d'adeptes, de licenciés et puis comme tu viens de le dire, Élise est mondialement connue. Bonjour Élise et puis bonjour à tous quand même. Donc le karaté est l'un des grands oubliés des Jeux olympiques entre le tir à la carabine, l'équitation et le hockey sur gazon. Il y a en tout 26 sport aux Jeux olympiques. Et puis curieusement, on ne trouve pas certaines disciplines stars comme le baseball, le roller de vitesse et puis voilà le karaté. Donc le karaté, c'est comme on dit l'une des disciplines mal aimées des Jeux olympiques au grand désespoir des Français qui en 2009, on se souvient, se sont plaints auprès du CIE, du CIO, du Comité international olympique. En 2009, ils étaient sacrés champions du monde et puis ils ont tout fait pour essayer faire en sorte que le karaté soit fasse partie de cette discipline des Jeux olympiques. À l'époque, ils étaient champions du monde. Donc, on se souvient de cette phrase-là de M. Baudry. Donc, ça fait 20 ans que j'attends que le karaté soit une discipline olympique. Voilà cette phrase venant de l'ancien champion du monde par équipe, champion d'Europe et puis également entraîneur de l'équipe de France. Selon lui, il y a de multiples raisons qui traduisent l'absence de cette discipline. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, juste pour resituer un peu le contexte, s'il avait lâché cette phrase, c'est qu'il voulait
voulait, en tant que sportif, avoir l'opportunité de pouvoir disputer à des Jeux Olympiques, c'est bien qu'une médaille olympique à côté d'une médaille de champion du monde, voilà, on va dire que c'est le Graal pour un sportif de haut niveau, tout simplement. Alors, quelle est l'explication, en fait, je vais réutiliser les termes, qui explique l'absence de cette discipline aux Jeux Olympiques? Alors lui, si on va rester toujours avec notre champion du monde de France, c'est champion du monde par équipe, et puis notre champion d'Europe, lui, il disait que le karaté est une discipline gérée par les Japonais, et ceux-ci ne souhaiteraient pas que le CIO mette le nez dans leurs affaires. Mais ça, c'est l'explication du champion. Voilà. C'est un peu polémique, ça. Voilà, ça fait jaser, en fait. C'est clair que c'est une explication qui pourrait attiser la polémique, sachant que le CIO, lorsqu'il intègre, il décide d'intégrer déjà l'intégration d'une discipline au sein des Jeux Olympiques, ça s'effectue par un vote. Donc un vote est effectué par plusieurs commissaires. Puis là-dedans, tu as tout un travail de démarche qui a été effectué, travail de recherche qui a été effectué. Par exemple, pour le karaté en l'occurrence, lorsqu'ils ont émis le souhait d'intégrer les Jeux Olympiques, tu as plusieurs commissaires qui allaient assister au championnat du monde, par exemple. Là, en l'occurrence, c'était pour ceux de Bercy. Et puis au championnat d'Europe, donc différentes disciplines internationales, histoire de voir, de jauger, de mesurer à quel point une discipline peut attirer du monde et peut, je dirais, créer un bel engouement autour de cet événement sportif. Parce que tu comprends bien, Elise, que lorsqu'une discipline est intégrée dans la liste des Jeux, la liste des sports olympiques, derrière, il y a énormément, il y a pas mal de retombées économiques, c'est-à-dire pour la discipline, parce que voilà, lorsque tu es inscrit en tant que discipline olympique, tous les fonds récoltés lors des droits télévisés, mais également lors de la manifestation, lors des Jeux Olympiques, tu as une partie qui est redistribuée justement aux différentes fédérations de toutes ces disciplines que l'on regarde durant les Jeux Olympiques. Voilà, il y a une petite entrée d'argent, donc tu comprends bien que c'est pas évident pour le CIO, mais on comprend aussi le désarroi de ces sportifs qui, comme tout autre sportif de haut niveau, rêvent un jour de pouvoir disputer les Jeux Olympiques, surtout là pour le karaté. C'est vrai que c'est une discipline qui est mondialement connue et je pense qu'elle n'aurait pas de mal à pouvoir, attirer davantage de téléspectateurs autour de nos écrans télé. Et pourtant, durant les championnats du monde de karaté qui se sont déroulés donc à Bercy en 2012, le karaté a démontré qu'il avait toute sa place aux Jeux Olympiques. En effet, Elise, il a démontré qu'il avait toute sa place, mais il a su démontrer également qu'il pouvait attirer beaucoup de public durant une manifestation d'une telle envergure. D'ailleurs, 15 000, c'était le nombre de personnes qui ont assisté à la compétition. Et ils ont pu voir qu'il y avait une logistique avec une organisation qui, au fil du temps, qui a su se moderniser avec notamment cette visibilité des points. Là, ils ont mis en place des tableaux d'affichage plus pratique à lire donc pour les personnes qui étaient là et qui ne savaient pas forcément les règles du karaté. Mais ce qu'il fallait retenir surtout de cette manifestation, de ces championnats du monde, c'est surtout l'utilisation de la vidéo. Donc les différentes équipes avaient la possibilité de pouvoir émettre une contestation en cas de mauvais jugement de la part des arbitres. Donc voilà, cette nouvelle technologie, c'est vraiment l'aspect, je dirais, que le fait que les acteurs du karaté veulent taper dans l'œil, je dirais, des commissaires du CIO qui d'ailleurs étaient sur place donc, pour justement superviser l'organisation. Et puis ils pensaient qu'à partir de là, ils auraient pu intégrer, les choses auraient pu se mettre en place pour que le karaté intègre les Jeux Olympiques. Donc voilà, le karaté, il faut dire que c'est un sport très connu, moderne et qui depuis 2005, il faut le savoir, peine à obtenir la majorité requise des 2/3 des commissaires du CIO, donc ce système de vote là mis en place par le CIO pour intégrer les Jeux. Jusqu'à maintenant, seuls 2 sports sont rentrés dans la liste des disciplines olympiques. Il y a le golf et puis le rugby à 7. Donc voilà, au passage, le rugby à 7 qui fera son baptême de feu lors de l'édition de Rio en 2016, donc l'année prochaine. Alors Jamie, même si le karaté n'est pas disputé aux Jeux Olympiques, elle représente quand même, elle est présente sur les 5 continents avec plus de 10 millions
de pratiquants, c'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. Et puis bien que la discipline ne figure pas, Élise, parmi le top 10 des sports les plus pratiqués dans le monde, aux côtés du football, du cricket ou encore du golf, le karaté ne reste pas méconnu néanmoins du public et puis continue à se développer. Son rayonnement planétaire ne réside ni dans la diffusion télévisée, ni dans les salaires des joueurs ou des sportifs de haut niveau exorbitants que l'on peut voir en ce moment dans le monde du sport. Mais le karaté réside plutôt dans les échanges, dans le relationnel, dans le contact humain respectueux de la philosophie du karatéka. Alors j'ai eu une rencontre avec un sensei, un maître, voilà. Un grand nom du karaté. Dans ce reportage, en effet, Élise, l'ASKNC de Uemo ont eu la bonne idée de proposer aux pensionnaires du dojo d'organiser des stages orchestrés par Sensei Hasegawa. Donc une bonne préparation pour certains jeunes d'ailleurs susceptibles de s'envoler en avril prochain pour les championnats de France. Je vous propose de regarder cette rencontre et un reportage signé Lou Lourde. Le karaté est un art martial japonais qui a vraiment pris son essor au début du XXe siècle et a commencé à s'exporter. Le karaté, c'est une philosophie, ça n'est certainement pas qu'un sport, c'est un art martial avec tout ce que cela peut comporter, toute la notion de respect, de tradition, c'est une vraie philosophie de vie. Je dirais que peut-être le plus bel enseignement que peut apporter le karaté, je vais parler d'esprit samouraï. Et l'esprit samouraï, c'est d'essayer de garder la tête claire en toute occasion, parce que pour vaincre, il faut comprendre ce qui se passe et surtout pas s'énerver. Et donc en général, en restant calme, on évite le combat. Donc en général, on ne se bat plus. 'Maître Hasegawa, c'est très certainement un des tout meilleurs enseignants de karaté au monde. Il est jeune, il a été plus jeune 7e dan au monde. On l'a rencontré grâce à Sensei Bob Dalton, qui est un néo-zélandais qu'on connaît depuis de nombreuses années. Et un jour, Bob a dit à son ami Hasegawa, tu devrais venir en Calédonie, ils ne sont pas mauvais là-bas. Et c'est grâce à Bob qu'on a eu la chance de rencontrer Hasegawa Sensei, c'est évidemment une chance extraordinaire que peu de clubs et peu de pratiquants de karaté au monde peuvent avoir la chance d'avoir. 日本の武士道という言葉がありまして、昔の侍の時代の精神を受け継いでいるものが空手になります。例えば苦しいことがあってもそれに耐える精神力とか苦しい稽古を、続けていく中で、すぐに諦めない心とか目標を持つということはとても大事だと思います。まずは空手の基本のレベルを上げなければ、空手は上達しませんので、まず選手の基本を上げていくということを考えています。まず明確な目標を持つということですね。そういう目標の中で、じゃあ何が足りないのか、どこを直したらいいのかっていうのを自分で考えて、それを毎日の練習でやっていくということです。でやっていく中で、途中で逃げ出してしまったりとか
そういう楽をしたいという思いもありますけど、そこを抑えて我慢してしっかり自分に勝つということがとても大事だと思います。Le karaté, de par son côté tradition, présente des grades. C'est une philosophie quasi militaire, c'est-à-dire qu'il y a les lieutenants, les sergents, les machins, c'est à peu près la même chose. Alors, je dirais qu'auparavant, chez les Japonais, il n'y avait qu'une ceinture blanche et qu'une ceinture noire. Et les Occidentaux ont introduit, après le judo, je crois que ça vient du judo, des notions de ceinture pour faire des niveaux intermédiaires, mais qui n'existaient pas au départ. Malgré tout, la hiérarchie de l'ancien est quelque chose de très important et de très présent. Ça s'est un peu plus transformé en hiérarchie de niveau, ce qui n'était pas le but à l'origine. Alors, on va envoyer 6 élèves au championnat de France. Évidemment, il y en a qui ont plus d'expérience, de bouteilles ou de potentiel ou de chance que d'autres. Effectivement, parmi eux, on espère bien ramener une médaille. Au moins une ou deux, ce serait bien. Voilà. Le karaté, ça devient un mode de vie, parce que je sais que sans ça, j'aurais pu avoir un autre avenir. Et ça m'aide beaucoup quand même dans la vie de tous les jours. Et c'est vraiment un grand maître et j'en apprends vraiment beaucoup. Chaque année, il ne change pas énormément ses exercices, mais c'est toujours des nouveautés, comme si on réapprenait. Et c'est vraiment, on sent qu'on évolue, qu'on a une évolution par rapport à certains moments où on peut penser qu'on stagne. Avec lui, on sent bien qu'on augmente. Voilà, donc une bonne séance d'entraînement pour les jeunes, surtout en ce moment, hein, c'est la reprise, hein, n'est-ce pas, James? Voilà, tu fais bien de le rappeler, c'est la reprise pour le karaté, mais d'ailleurs pour la plupart des disciplines du territoire. Les vacances sont terminées, donc on se remet tout doucement au travail. Et puis là, pour les karatékas du dojo de Magenta Uemo, c'est une véritable aubaine de pouvoir reprendre des entraînements avec un grand maître, un sensei. Donc voilà, comme je disais, c'est aussi l'occasion pour ces jeunes judokas, ces jeunes karatékas, pardon, de pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions possibles, justement pour préparer ce déplacement en avril prochain pour le championnat de France. Donc ça, c'est la reprise de l'entraînement pour nos jeunes Calédoniens et puis pour les Calédoniens karatékas qui sont exilés un peu partout dans le monde et notamment en métropole. Eh bien, ils sont en pleine période de compétition, puis c'est le cas d'ailleurs de Mindak. Donc depuis le mois de janvier, le champion calédonien et multiple champion de France de kata prépare avec détermination les championnats d'Europe qui se dérouleront donc du 22 au 29 mars prochain. Et ça, ce sera en Turquie. Voilà pour Mindak. Alors Mindak, hein, justement, qui est un karatéka calédonien qui vit en métropole, que l'on ne présente plus, hein, d'ailleurs, si ce n'est que de rappeler qu'il évolue au Pôle France de Montpellier. Voilà, et puis de dire aussi une petite anecdote qu'à l'occasion de l'Open de Paris qui s'est déroulé en janvier dernier, toujours, les organisateurs de l'épreuve ont décidé de faire du vice-champion du monde 2012 leur tête de gondole, donc justement pour annoncer le Grand Prix de Paris. Et puis le Calédonien était affiché en grand format sur plus de 300 panneaux publicitaires, et cela dans toute la France. Donc chapeau bas pour Mindak. Voilà, un bel exemple de réussite à suivre. Hein. Voilà, surtout pour nos 22 licenciés, pour nos licenciés des 22 clubs du pays. Le karaté présent sur les 3 provinces fait partie des sports les plus pratiqués sur le territoire, avec les compétitions locales, mais également avec la participation de compétitions régionales puis internationales, notamment sur la Nouvelle-Zélande et en Australie. Et puis sur la région, il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie est un habitué des plus hautes marches du podium. Voilà, aux Jeux du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie a pour habitude de ramener des médailles d'or, si ce n'est, ou voire même médailles de bronze ou d'argent. Voilà, le rayonnement de Mindak en Europe, à côté des belles performances de la sélection dans le Pacifique, témoigne et lise que le karaté n'a rien à envier des autres disciplines du pays.
et puis qu'ils ont un bel avenir de progression, une belle marge de progression devant eux. Surtout si demain, là, sachant que pour revenir aux Jeux Olympiques, le karaté a encore déposé sa candidature. Donc on va attendre pour les prochains Jeux d'été pour que voilà, le CIO accepte la candidature du karaté. Prochainement, là, ils sont à 25-26 disciplines pratiquées et il y aurait trois disciplines là, qui feront surface, qui apparaîtront, qui seront inscrites sur la liste des sports olympiques. Le karaté figure toujours en pole position. Explique aux personnes, aux acteurs, donc aux personnes au groupe d'acteurs là qui vont défendre le dossier du karaté auprès du CIO. Ben, j'espère qu'ils vont revenir avec une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour le karaté au niveau voilà, planétaire. Parce que je le rappelle qu'une participation aux Jeux Olympiques, c'est déjà avant tout avoir le label, donc le label d'une discipline olympique. Je pense que le karaté l'a déjà. Voilà, et ça, ne serait-ce que d'avoir le label, je veux dire, c'est largement suffisant pour pouvoir effectuer des demandes d'aide financière quand tu arrives avec un label olympique. Les mécénats et puis les sociétés privées ne réfléchissent pas par 22 000 façons pour pouvoir t'accorder des aides financières. Et puis le fait aussi que si c'est une discipline olympique, il y a derrière des compétitions qui seront retransmises à la télévision. Et qui dit retransmission télé, derrière ça engendre les droits télévision et puis donc de l'argent, une somme d'argent considérable engrangée, une somme d'argent qui sera redistribuée aux différentes fédérations internationales de chaque discipline. Donc voilà, je dirais qu'il y a un bel avenir. Enfin, le karaté a sa belle carte à jouer, un peu qu'à croiser les doigts tout simplement. En tout cas, si cette discipline est acceptée aux Jeux Olympiques, c'est une belle récompense pour ceux qui ont travaillé autour de cette discipline. Merci maître Jamie. Sensei, juste dire que voilà, sinon le karaté ne figure pas aux Jeux Olympiques, les Jeux du Pacifique, ont quand même accepté la candidature du karaté. Voilà, c'est une première récompense. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Merci Elise et puis merci à tous. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique On s'occupe de vous. Alors Anna, on te retrouve pour ta rubrique habituelle, hein, on s'occupe de vous et aujourd'hui nous parlerons d'une maladie bien connue en Nouvelle-Calédonie. Donc je veux bien sûr parler du diabète, tu nous en avais déjà parlé dans ta rubrique et puis dans d'autres sujets. Et comme nous, à NCTV, nous préoccupons de votre santé. Et nous avons voulu donc revenir sur cette maladie et on le sait, au moins un membre de notre famille, de nos familles, de votre famille est atteint de cette maladie. Et cette fois-ci, nous rendons plutôt visite à des jeunes diabétiques réunis dans un camp de vacances. Rebonjour Élise et bonjour à tous. Alors en effet, on avait déjà parlé du diabète comme tu l'as dit, mais bon voilà, on revient une nouvelle fois dessus. Et parce que évidemment, ça touche beaucoup de personnes. Oui. Mais sais-tu qu'en Nouvelle-Calédonie, eh bien aujourd'hui, il y aurait, figure-toi, entre 15 000 à 20 000 personnes qui seraient touchées donc par la maladie. Ça fait beaucoup et je pense qu'il y en a un peu plus. Ça fait beaucoup. Qui ne sont pas déclarés, et pour rester justement dans les chiffres, eh bien, on attend, hélas, on va dire, une augmentation donc, qui pourrait aller de 25 voire à 50% dans les 10 ans à venir. Et puis, en restant toujours dans les chiffres, il faut savoir que plus de 50% des diabétiques sont en plus hypertendus. Et que plus de 70% des diabétiques, eh bien, ils décèdent justement de causes cardiovasculaires. Mais tu sais, je ne pensais pas que c'était aussi alarmant. Alors, est-ce que l'on connaît justement les causes de cette maladie pour rappeler un peu, parce qu'on en a déjà eh bien, pour faire court, je vais te dire, c'est le changement de mode de vie, parce qu'avant, les habitudes alimentaires, évidemment, elles ont changé avec l'évolution. Oui. Avant, on consommait surtout des produits frais. On allait à la pêche, on allait à la chasse, on cultivait son champ, donc on mangeait frais. Bon, aujourd'hui, ça a évolué, donc on va surtout acheter, quoi. On va dans les commerces pour acheter. Enfin, ce qui est plus grave, c'est qu'en fait, on mange plus gras et on mange plus sucré. Et puis, on grignote beaucoup. Ça, aussi. Il ne faut pas se mentir, moi aussi d'ailleurs, je grignote beaucoup. Alors, c'est vrai que de plus en plus, on préfère justement la facilité. Comme tu l'as dit, on va au magasin, le plus proche plutôt que, on va dire, d'aller au champ, moi la première. Alors, donc, Anna, comment on peut savoir si on est diabétique ? Alors, il y a un test
qui est tout simple, donc ça s'appelle une dextro. Alors c'est quoi? Eh bien, enfin ça sert à quoi la dextro? En fait, ça sert à mesurer la glycémie, le taux de glycémie. Donc on mesure en fait le taux de sucre qu'on a dans le sang. Alors il suffit juste de faire une petite piqûre, ça se fait sur un des doigts, donc on pique le bout d'un doigt. Ensuite on recueille donc une goutte de sang qui va sur une bandelette. La bandelette, elle est introduite dans un appareil et on a la lecture et le résultat tout de suite. Donc on sait si on a un taux qui est normal ou qui est trop élevé. D'accord. Et puis c'est une maladie, on va dire, pas évidente à vivre au quotidien. Hein. C'est clair, c'est pas... Enfin, elle impose en fait des contraintes, la maladie. Mais bon, justement, avec le camp de vacances qui a été mis en place pour les jeunes diabétiques, donc il y avait justement des ateliers thérapeutiques, il y avait un suivi médical pour leur apprendre justement à pouvoir gérer leur maladie donc, tous les jours. Et puis, puisque finalement, quand on est diabétique, ben, on peut vivre comme tout le monde, quoi. Hein. On peut, et puis, on ne va pas se priver de vacances. Mais dis-moi, Anna, nos voisins, est-ce qu'ils sont touchés par ce fléau? Oui, Élise, il n'y a pas que la Calédonie qui est touchée, hein, puisque voilà, le Pacifique aussi. Et d'ailleurs, justement, le Pacifique occidental, eh bien, c'est la région donc, qui enregistre le plus grand nombre de personnes donc, qui sont atteintes du diabète, et avec un chiffre qui est assez astronomique, puisqu'il se monte à 132 millions d'adultes qui seraient concernés quand même. Alors justement, c'est une situation alarmante. Hein. Il faut donc informer, sensibiliser au maximum. Et puis surtout, voilà, quand on est jeune et diabétique, donc on ne va pas s'empêcher de vivre normalement la vie de jeune. Donc il faut vivre sa vie normalement avec la maladie, apprendre à gérer sa maladie au quotidien. Et donc voilà, avec ce type d'action là qui a été mis en place, donc on allie l'utile à l'agréable, si je puis dire, puisque on fait participer des jeunes donc, à un camp de vacances, donc voilà, les activités d'un camp normal. Et en plus de cela, eh bien, ils ont des informations thérapeutiques, et ils ont aussi le suivi. Donc voilà, c'est tout bénef pour eux, quoi, en fait. Mais pour en savoir plus, moi, je te propose tout simplement de monter à la Wengui, parce que c'était du côté de la Wengui que ça se passait. Et c'est grâce à Maralure, donc, qui s'est rendue sur place pour nous, pour filmer tout ça. Donc moi, je te propose. Et à vous de suivre le reportage. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Le premier séjour thérapeutique a eu lieu l'année dernière, en février, et là c'est le deuxième. Et chaque année, la première semaine de février, on le fera au Paillotes de la Wengui, voilà, sur une semaine. Ce projet s'est mis en place parce qu'en Nouvelle-Calédonie, il n'existait pas de séjour thérapeutique pour les jeunes diabétiques. Il y a à peu près 40-45 enfants jeunes diabétiques de moins de 18 ans. Après, je ne compte plus ceux qui sont au-delà des 18 ans puisque c'est l'aide aux jeunes diabétiques. Donc de moins de 18 ans, on a 45 enfants à peu près sur toute la Nouvelle-Calédonie. Le premier objectif, c'est rompre avec l'isolement. Le jeune est seul dans son établissement à avoir du diabète. C'est une maladie qui est peu connue, le diabète de type 1. On connaît bien le diabète de type 2. On a toujours un grand-père, une grand-mère diabétique. Mais voilà, alors en plus, il y a plein d'a priori sur cet enfant. On dit « Ah, mais pourquoi tu es diabétique? Tu as mangé trop de sucre ?» Non, bien sûr, ça n'a rien à voir. Il l'a eu quand il était jeune. C'est une maladie auto-immune. Donc déjà, lui, ça lui permet de mieux comprendre sa maladie. Bon, on lui a expliqué à l'hôpital, bien sûr. Il y a eu l'explication, mais il y en a qui l'ont eu très jeune. Ils l'ont eu à l'âge de 2 ans. Donc c'est bien de redire les choses. Donc déjà, voilà, rompre avec l'isolement. Et
Et donc le deuxième objectif, c'est améliorer ses connaissances sur sa maladie. Et le troisième, c'est améliorer sa vie tout court. C'est-à-dire que l'enfant devienne plus autonome dans sa maladie. Et s'il devient plus autonome, s'il arrive à mieux gérer son diabète, on va lui laisser plus de liberté pour aller dormir chez un copain ou une copine, pour partir à un séjour linguistique. C'est des choses qu'on ne peut pas faire avec un enfant diabétique, ça. Parce que s'il ne sait pas se gérer, on le met en danger. Voilà. Donc l'objectif, c'est que lui gagne en liberté dans sa vie. C'est ça l'objectif final, et qu'il se sente mieux psychologiquement aussi. En fait, ceux qui les envoient ici, ce sont les médecins, tout simplement. Tous les endocrinologues sont au courant de l'existence de l'aide aux jeunes diabétiques et de cette colo. Et quand ils le jugent nécessaire, ils le proposent aux jeunes diabétiques et à sa famille. Et ensuite, il fait une ordonnance pour les inscrire. Tout est pris en charge. Donc on a eu une subvention, on a deux partenaires principaux, hein, la CAFAT, pour l'aspect médical, et la province sud pour tout ce qui est loisirs. Voilà, donc tout est pris en charge entièrement. Tu te souviens hier au goûter, on avait fait trop. Non, on avait fait. Tu avais mangé ça. Et tu avais mangé le même paquet de gâteaux. Voilà, sachant qu'on va refaire après l'autre côté. 5. Ça me paraît bien. 5. Parce que hier c'était trop et aujourd'hui il y a le sport en plus. Oui, parce qu'à la maison, j'avoue que je mange, je goûte pas, je mange. Oui, en fait, tu fais presque un repas. Oui, c'est pour ça. Allez, Adjigé 5. Alors, pendant cette colonie de vacances, notre rôle, c'est d'avoir un œil sur les enfants diabétiques et en particulier donc, sur leur diabète. On doit régulièrement, matin, midi et soir, voire plus dans la journée, en collaboration avec l'infirmière d'éducation thérapeutique, contrôler leurs appareils, leur dextro, leur taux de sucre dans le sang, discuter avec eux de la dose d'insuline qu'ils vont faire au moment de chaque repas, réfléchir avec eux à la façon dont ils doivent se resucrer s'ils font une hypoglycémie. En fait, notre rôle est d'exercer une surveillance sur leur diabète, mais également de vérifier qu'ils pratiquent bien les gestes qu'ils doivent pratiquer au quotidien chez eux, avec en particulier donc, tous ces contrôles qu'ils doivent faire et ces resucrages quand ils sont en hypoglycémie. Donc le rôle, c'est d'améliorer en fait ce qu'ils ont déjà l'habitude de faire à la maison, voire au cours de la semaine d'essayer de leur apporter des choses nouvelles, des techniques nouvelles pour qu'à la maison, leur diabète soit encore mieux équilibré. Là, qu'est-ce que je fais? Je prends des sucres que je mets dans ma poche, comme on va aller faire du sport. Si jamais j'en ai besoin pour le resucrage, parce que vaut mieux toujours prévoir que de rien avoir et de tomber dans les pommes. Là, j'ai fait ma tare de mon assiette pour savoir combien de lentilles j'ai dans mon assiette, pour savoir environ combien de grammes de glucides j'ai dans mon assiette pour le moment. Voilà. Là, c'est les glucides que j'ai mangés en lentilles. Là, j'ai mangé environ 250 grammes, qui fait 35 grammes de glucides. Après, j'ai mangé 200 grammes de riz qui me fait 40 grammes de glucides. Après, en dessert, je vais manger un peu de confiture avec mon yaourt. Je vais mettre l'équivalent de 15 grammes. Et après, dans le yaourt, il y a toujours même nature, il y a toujours un petit peu de sucre. Du coup, on compte 5 grammes. Ça me fait un total de 95 grammes de sucre pour ce repas. Les enfants sont toujours accompagnés au moment de ces mesures parce que le but, c'est de réussir, c'est aussi qu'ils comprennent pourquoi ils font telle dose et donc qu'on puisse la réajuster avec eux pour qu'on n'ait pas justement trop d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie et qu'ils comprennent pourquoi tel jour on a mis telle dose et pas une autre pour qu'ils apprennent en même temps qu'ils s'amusent quoi en fait. Voilà. Et le riz, c'est quoi comme type de sucre? Le sucre là? Ouais. Et est-ce que tu prends l'entrée? Non, pourquoi est-ce que tu n'en prends pas? Ok, donc t'écris pour le riz? 200 grammes. Le rôle des diététiciennes, parce qu'on est deux ici dans ce camp, c'est d'amener les enfants vers l'autonomie alimentaire. Donc nous, on intervient sur les repas, aussi en éducation thérapeutique. Donc là, on a déjà fait 2 ateliers avec eux où on les a amenés à repérer les glucides dans leur alimentation, connaître les différents types de glucides, les glucides simples, les glucides rapides, les lents, les glucides dans les fruits, etc. Leur action sur la glycémie, s'il faut monter la glycémie rapidement, plus ou moins rapidement, si ça dure longtemps, etc.
Et suite à ça, pendant les repas, on leur apprend à compter les glucides des repas parce que le but de la fin du camp, c'est de les amener vers l'insulinothérapie fonctionnelle qui leur permettra d'être autonomes au moment des repas. Donc là, pendant les repas, on leur propose plusieurs méthodes pour compter les glucides. Soit un petit carnet comme ça, où il y a tous les aliments qui sont répertoriés et via l'image, ils peuvent à peu près quantifier, savoir combien de glucides il y a dedans. Soit on leur propose un tableau simplifié aussi, avec tous les différents types d'aliments qui contiennent des glucides. Et puis après, ils ont moyen de vérifier avec une balance. Donc là, on leur laisse la balance sur les 2 premiers jours pour qu'ils apprennent à avoir des repères visuels. Et le but, c'est qu'ils s'en passent pour pas que ça soit très contraignant à la maison et qu'ensuite, ça se fasse tout seul. Quand ils voient une quantité dans l'assiette, qu'ils sachent que ça fasse 100 grammes ou 150 grammes et qu'ils sachent combien il y a de glucides dedans. Et au final, après, ils se font leur injection d'insuline en fonction de leur repas, tout seul. 79. Ouais, c'est 5. C'est 5 à 7. Vous gardez bien vos papiers après, vous les apportez à Cécile. Il y a des enfants qui font le choix d'avoir un protocole très strict que le médecin leur donne. Donc je m'injecte tous les jours à chaque repas du midi 5 unités d'insuline par exemple. Et ces 5 unités d'insuline, elles correspondent à une quantité de glucides. Et ils préfèrent tous les jours manger la même quantité de glucides. Donc on leur apprend à évaluer cette quantité de glucides. Quand je me sers dans mon assiette, il faut que j'ai visuellement la quantité dans ma tête et que ça corresponde bien. Si je mange 60 grammes de glucides et que mon protocole est que pour 40 grammes, ben, je vais me retrouver en hyperglycémie. Si par contre je fais l'inverse, je vais me retrouver en hypoglycémie. Donc l'idée c'est de bien manger mes 40 grammes. Et il y a des enfants qui font un autre choix qui s'appelle l'insulinothérapie fonctionnelle, qui est de dire je mange d'abord, je note bien ce que j'ai mangé, j'évalue et après je m'injecte mon insuline en fonction. Donc ils font un produit en croix ou bien ils ont dans leur pompe un protocole qui est déjà enregistré, ils rentrent les glucides et la pompe propose une dose d'insuline qui correspond aux glucides qu'ils ont rentrés. Donc là, l'objectif, c'est toujours le même, c'est de bien évaluer sa quantité de glucides. À chaque fois, la quantité de glucides doit correspondre à l'insuline injectée. C'est ça qui leur permet de rester en bonne santé et de vivre tous les jours normalement. Et dès que vous avez fini, vous venez nous voir pour qu'on fasse le calcul et on décide de l'injection à ce moment-là. Ça fait que le bolus, on le fait après. Exactement, ça fait que le bolus, on va le faire après le repas. Mais juste à la fin du repas, hein, pas une demi-heure ou une heure après. Dès que vous avez fini d'avaler votre dernière bouchée, on fait le bolus. Allez, vous pouvez aller manger. Voilà, donc ici on veut avoir des infos sur la maladie, à qui doit-on s'adresser? Alors, si vous souhaitez avoir plus d'informations, parce que soit quelqu'un de votre famille est concerné ou tout simplement vous voulez vous renseigner, donc moi je vous conseille de vous rapprocher de votre médecin traitant et puis vous pouvez aussi contacter l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie. Donc à ce numéro, le 25 07 70. Et si vous êtes dans le Nord, eh bien c'est possible aussi de vous renseigner. Il suffit de se rendre au dispensaire. Il y a les médecins, les infirmières, l'éducatrice sanitaire. Donc toutes ces personnes peuvent vous renseigner aussi. Donc Anna, avant de terminer, est-ce que tu peux nous rappeler les choses à faire pour éviter justement d'avoir le diabète? Alors c'est tout simple, Élise. Des petits conseils. Alors déjà, il faut parvenir à avoir un poids corporel, on va dire, normal, et puis surtout d'arriver à maintenir ce poids. Parce que c'est pas toujours évident de rester au même poids. Alors ensuite, pour ça, eh bien, il faut faire de l'exercice physique. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est toujours utile de rappeler. Donc, au moins 30 minutes par jour. Donc, on avait déjà dit qu'il n'y a pas besoin d'aller courir 1000 mètres. Hein. Activité physique, c'est tout simplement aller au magasin en marchant au lieu de prendre la voiture, faire le ménage, faire son jardin, promener le chien, etc. Et puis aussi, il faut avoir un régime alimentaire sain. Donc, composer au moins de 3 à 5 fruits ou légumes par jour. Et puis, consommer moins de graisse et moins de sucre. Voilà, donc le message est lancé, les conseils pour nous d'abord également. Merci Anna pour toutes ces informations. Et puis, on te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique. Nouvelle semaine. Voilà, nouvelle semaine. Merci. Et puis bon week-end à toi et bon week-end à tous. On retrouve Chloé pour notre rubrique Demandez le programme.
Salut Chloé. Salut Élise, salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de revenir sur une rencontre artistique entre sculpteurs du pays et un sculpteur maori. Une rencontre enrichissante pour, on va dire, tous les artistes, j'imagine. Alors, ça s'est passé où, quand et qui était à l'initiative justement de cette rencontre? Alors c'est une rencontre qui s'est déroulée au Centre culturel Pomemi, c'était l'année dernière, et donc une rencontre entre le sculpteur maori, comme je vous disais, alors il s'appelle Orepa Penny, venu donc de Nouvelle-Zélande pour l'occasion, et puis des sculpteurs du pays. Alors il y avait Kiki Wabealo, qui est un sculpteur de Bako, et Judicael Wauba, sculpteur de Puebo. Donc ils étaient ensemble en résidence artistique au Centre Pomemi du 20 au 25 octobre 2014, une résidence qui s'est soldée par la restitution d'une œuvre collective, sculptée donc dans du bois, qui représentait en fait l'avant d'une pirogue et qui mêlait donc les différents styles de sculpture qui sont propres donc aux deux cultures, la culture maori et la culture kanak. André Ravel a assisté à cette résidence artistique rencontre. The collaboration helped me to understand the culture of the Kanak just a little bit, because this does take a long time. I am very new here. I understand that in different areas it's different, and that's good. This is the same in New Zealand. You go to different areas and work or carving styles are very different. So again, this is just another one of those similarities in our cultures. And the main objective that we feel for among ourselves, Māori, is to share and give back. Again, this is very strong here and one of the main focus points. J'ai pas trop de style à moi, j'essaie de... c'est en suivant le temps. Les styles ils arrivent en suivant le temps, c'est en suivant les rencontres qu'on fait, puis après voilà. C'est comme ça que ça vient, les idées, le partage, quoi. Ideally, the sort of wood that is available in New Zealand is a wood called tōtara. Our technical name for that is Podocarpus tōtara. We like this wood because it grew very, very big in forests, able to carve really big ancestors. The bigger the ancestor, or the bigger the carving, the more mana prestige that tribe or that hapu has. Mon bois préféré, c'est surtout le hoop. C'est le plus tendre à travailler au ciseau. Tu peux travailler avec le ciseau, le bois, les machines avec, puis finir au ciseau. C'est un bois très tendre. Aujourd'hui, le bois de hoop, il est en voie de disparition un peu dans les grandes scieries. Il ne donne plus, il n'y a plus de hoop. C'est en voie de disparition. My background as a sculptor or carver started, say, 1994. Going to school, learning off different carvers. My first teacher was traditional Māori carver by the name of Tony Kapua. After this, I go to New Zealand Arts and Crafts Institute. Moi, c'est par le dessin, à l'école. Ouais, j'ai dessiné sur les cahiers, quoi. Après, ben voilà, je voulais travailler un peu le bois. Fait que j'ai fait des dessins sur le bois, j'ai pas tellement creusé le bois. Et c'est un cousin qui est maintenant décédé qui m'a appris à sculpter. Puis voilà, c'est comme ça que je me suis lancé dans la sculpture. La sculpture de ma vie, c'est un petit sacerdoce, quoi. Parce que la sculpture, on n'en vit pas vraiment. C'est une belle chose, quoi. C'est quelque chose que je voudrais approfondir encore. Communication is very hard because I do not speak French. I pick up little bits and learn while I hear. Carvers, sculptors,
painters, weavers, I think, do not need to speak to each other. You see how you feel in here, and if it feels good, then you work together really good. I've only been here 2 weeks, and the similarities are very, very close. It may look different, but why carvings, what they represent, how they feel, are very much the same for us. Expression, and having the affiliation with the land and sea. These are very important principles for Māori New Zealand. I think in Pacific in general, these ideas and principles are the same. C'est comme symbolique, c'est surtout l'océan. Il y a la mer, puis il y a le côté montagne. Puis voilà les symboliques qu'on a pu mettre dessus le bois. C'est toujours sur la mer et la montagne. The idea of the project was to obviously have collaboration with 2 other carvers. So I start thinking to myself something to do with canoe travel, waka, showing our ideas and thoughts for the future. So if you understand, you see picture of boat, it goes forward. Doesn't go backwards. We do not row backwards. We go forward. So I use the front part of the canoe. One side will be carved with Canuck symbology, design of mountain. Other side will have the sea. So I think I carve wave designs, one pointing up the bottom of canoe. The waters of New Caledonia and waters of New Zealand, both meeting together, coming to the top. This also displaying our ideas and vision for future projects, future collaborations, education, basically. There is opportunity for other carvers in time to add to the front. And other carver could be American Indian, could be Tahitian, could be Hawaiian, carve a piece and bind their journey, their ideas to the top. L'expérience commune avec le néo-zélandais, c'est sa façon de travailler et puis le partage qu'on va faire voilà, entre néo-zélandais et le peuple d'ici. C'est ça qui est enrichissant, c'est le partage entre les deux pays, 2 îles. Que le partage qu'on compte faire aujourd'hui là, avec la pirogue là, la tête de la pirogue, bah, qu'elle dure dans le temps, voilà c'est ça. Que le partage est dur pour les jeunes, voilà, les jeunes qui viennent après. Ce partage là il se fait toujours. Les Néo-Zélandais ici, le Pacifique quoi. Ici de faire le Pacifique, le partage avec le Pacifique. Voilà, donc une œuvre magnifique et puis ils ont vraiment fait du bon travail, hein, Chloé. On va dire que le plus important, hein, comme ils l'ont souligné les artistes, hein, c'est vraiment l'échange, le partage de leur art. Et puis pour la suite, est-ce que tu as justement des infos à nous donner concernant le Festival des Arts du Pays? Oui, alors le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie effectivement organise la 2e édition du Festival des Arts du Pays, Culture et Citoyenneté, qui se déroulera donc du 21 février de cette année au 21 février 2016.
2016. Donc tout au long du Festival des Arts du pays aura lieu donc la sélection des artistes qui représenteront la Nouvelle-Calédonie au 12e Festival des Arts du Pacifique qui aura lieu à Guam du 22 mai au 4 juin 2016, dont le thème est notre patrimoine culturel, notre patrimoine naturel, notre patrimoine commun et l'harmonie des voies de l'Océanie. Donc l'ouverture se fera dès demain, c'est ça? Oui, une première date à noter dans vos agendas, c'est le 21 février, donc demain, samedi, à la tribu de Bondé, donc du côté d'Oegwa. Alors ce premier rendez-vous se fera sous le thème de l'oralité et donc un jury sélectionnera les artistes dans 5 disciplines. Les 5 disciplines suivantes, les discours généalogiques, les berceuses, les contes, le slam et la poésie. Donc ce concours est bien sûr ouvert à tous les artistes du pays, hommes et femmes, quels qu'ils soient. Afin donc d'y participer, il fallait bien sûr s'inscrire au préalable et aucune inscription ne pourra se faire demain sur place. D'accord, donc c'est déjà trop tard, on va dire, pour ce premier rendez-vous, mais pour la deuxième date, ce sera quand? Qu'en est-il aussi des inscriptions? Alors le deuxième rendez-vous à noter, Élise, se déroulera les 7 et 8 mars prochains à la tribu de Huichambo à Boulou-Paris, lors de la journée internationale de la femme. Donc les 4 disciplines artistiques représentées sont la couture avec un défilé de mode, fabrication de tapas, la vannerie et les tressages et les arts culinaires. Donc voilà pour les disciplines artistiques, pardon. Et donc les fiches d'inscription étaient à retourner avant aujourd'hui, dernier délai. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, c'est aujourd'hui le dernier délai. Pour ce qui est de la catégorie couture, défilé de mode, sera sélectionnée également la tenue de la délégation artistique qui ira donc à Guam en 2016. Alors où est-ce qu'on la trouve, cette fiche d'inscription? Alors la fiche d'inscription est téléchargeable sur le site du gouvernement www.gouv.nc. Et puis il y a également une info pour un autre festival qui se déroule cette année. Et oui, le 9e Festival international du cinéma des peuples à Noro-Amboro se déroulera du 16 au 24 octobre à Pointe-Dimier. Donc si vous souhaitez y participer, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire et pour cela, rendez-vous sur le site www.anoroamboro.com pour remplir donc le formulaire d'inscription. Je pense qu'on aura le temps de parler de ce sujet d'ici là. Allez Chloé, on poursuit avec les sorties à venir. Et oui, alors comme tu le sais, la saison culturelle n'a pas encore commencé, mais quelques expos sont encore visibles sur le territoire. Alors, la galerie Arte Bello propose en ce moment 2 expositions. La première s'intitule Reflets d'hier. Donc, c'est une expo qui vous invite à découvrir ou à redécouvrir les œuvres des grands peintres du Pacifique. Donc, dans cette rétrospective seront exposés les artistes peintres que sont Jean Soanet Michon, que l'on ne présente plus. Vous pouvez voir ici 2 peintures du célèbre peintre. Et puis, il y aura également un grand peintre du Pacifique qui s'appelle Robert Tatin d'Avenière, dont vous pouvez admirer la peinture aussi, et puis le peintre Tavernier. Donc voilà pour la première expo Reflets d'hier. Et puis la deuxième expo s'intitule Des visages, de l'artiste contemporain Laurent Meaux, du figuratif à l'abstrait. Il s'exprime à travers une technique qui lui est propre, et puis un travail de matière assez original. Voilà, donc ces 2 expos sont visibles à la galerie Arte Bello, et ce jusqu'au 28 février. Et on pourra aller voir aussi une autre expo, toujours du côté de Nouméa. Oui, alors vous le savez sûrement déjà, en novembre dernier, s'est déroulé le festival du Tapa à Tahiti, avec notamment l'expo Tapa d'Océanie d'hier et d'aujourd'hui, qui est visible au musée de Tahiti jusqu'à demain encore, c'est le dernier jour. Et bien ensuite, logique de cet événement, la galerie L'Éclectique présente depuis janvier sur ses murs les étoffes d'écorce d'Alain Brianchon, qu'on avait déjà eu le plaisir de présenter à travers un sujet réalisé par Alexandre Sigura, diffusé récemment. Donc cette exposition vente intitulée L'art et la matière est donc visible jusqu'au 14 mars, du mardi au samedi de 14h30 à 18h30. Très bien, c'est noté Chloé. On finit avec une information qui nous vient de la Médiathèque du Nord. Oui Élise, la Médiathèque du Nord organise une vente de livres déclassés. Ce sera mercredi prochain, le 25 février, de midi à 16h en continu. Alors les livres déclassés sont des livres obsolètes qui peuvent parfois être un peu abîmés par le temps, mais qui peuvent encore faire des heureux. Alors surtout que chaque livre est vendu 200 francs, donc profitez-en. Les livres seront vendus uniquement ce jour-là, lors de cette journée, donc aux horaires que je viens de vous indiquer, midi jusqu'à 16h. Pas de réservation possible, ni de crédit possible. Voilà, donc vous l'avez bien entendu, pas de crédit. Merci, bon week-end, et puis on se retrouve mercredi prochain. Avec plaisir, merci à tous, à bientôt. Alors, on retrouve Mara pour notre rubrique La Science et nous.
Salut Mara. Salut Élise, salut à tous. Le temps que nous passons chaque jour devant nos smartphones ne cesse d'augmenter. Élise, toi tu fais partie des derniers rescapés à ne pas encore être tombé dans le piège. Mais bon, c'est vraiment indéniable, hein. Ces dernières années, le monde s'est smartphonisé. Mais bon, c'est vrai que tout le monde a son smartphone, pas comme moi maintenant. Et dès qu'on a un petit moment, donc on passe son temps devant ce petit écran et puis il n'y a pas de limite. C'est vraiment fou le temps qu'on peut passer avec ces trucs. Ouais, c'est clair. Alors, il y a une enquête récente qui a démontré que les lycéennes japonaises passent plus de 7 heures par jour devant leur smartphone. Ça veut dire que à peu près un tiers de leur vie est complètement dédié à chatter avec leurs copines au lieu de leur parler en vrai, par exemple, à jouer ou à regarder des vidéos, par exemple. Alors, j'ai pris l'exemple de ces lycéennes japonaises puisque ce sont les championnes incontestées en la matière, mais c'est un constat qui concerne le monde en général. Hein. Les gens passent de plus en plus de temps sur leur précieux smartphone. Voilà, ça me paraît vraiment dingue quand même. Qu'est-ce que ça apporte de faire ça finalement? C'est une vraie drogue. Ah oui, c'est clairement addictif et les développeurs d'applications l'ont bien compris, ils font en sorte qu'on ne puisse plus se passer de leurs produits. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont bien pratiques tout de même. Alors, qu'est-ce qui fonctionne le mieux auprès des consommateurs? Alors, l'essentiel du temps passé sur les applications est consacré à l'utilisation des moteurs de recherche ou aux réseaux sociaux. Facebook et Instagram arrivent bien sûr en tête de liste et on s'en doutait bien sûr, mais il existe toute une variété d'applications pour satisfaire bien sûr tout type de clientèle donc, que l'on veuille jouer ou visiter virtuellement une ville, c'est possible aussi pour des applications, ou encore faire du shopping ou résoudre des problèmes d'arithmétique. On regarde. À Paris, une nouvelle application a été mise au point pour les addicts au shopping trop pressés. Petite démonstration avec l'inventeur d'une application faite pour cela. Elle s'appelle Shop in the Street et on peut même faire ses courses en dehors des heures d'ouverture. Je vais réserver une paire de sandales parce que je viens de passer devant et j'ai pas le temps d'entrer. Là, je suis un peu pressé. Donc, en quelques secondes, j'accède au contenu de la vitrine grâce à une appli qui s'appelle Shop in the Street et qui me permet d'entrer en interaction avec ce que je viens de voir. Faire des courses après la fermeture des magasins, c'est bien ce qui a motivé ce jeune entrepreneur. Avec son appli, on peut interagir avec tout ce qui est exposé dans la vitrine. En clair, on peut acheter ce qui est exposé. On peut aussi prendre une option sur ce que l'on viendra chercher plus tard. L'avantage, c'est que quand il y a par exemple beaucoup de monde, exemple fête des mères, Saint-Valentin, etc., celui qui n'a pas forcément le temps de s'arrêter, de réserver quelque chose, il peut le faire via la petite vignette. Plus de 6 millions de Français utilisent la NFC, soit la communication en champ proche, qui permet l'échange d'informations entre périphériques sur une courte distance. L'arithmétique de base, les fractions, les nombres décimaux et autres équations linéaires n'ont plus de secret pour une application bien pratique à l'heure de résoudre un problème. En un clin d'œil, Photomat comprend là où on bug. Il suffit de pointer le smartphone vers le problème et on a la solution. Il convient aussi de ne pas se faire prendre. Sinon, les concepteurs de l'appli expliquent aussi que l'appli montre le chemin vers la solution étape par étape. La bonne conscience est sauve. Voilà, un très bon moyen de tricher durant un contrôle de maths. Attention les jeunes à ne pas faire. Mais bon, il faudrait que les profs surveillent ça. C'est clair. Bon, si ça a été inventé, c'est que forcément, ça répond à une demande. Il doit y avoir pas mal de gens qui ont la flemme de faire tous ces calculs ou même de les taper à la calculette apparemment. En tout cas, moi, ça fait longtemps que je ne m'embête plus avec tous ces problèmes de calcul, d'arithmétique. Donc, ça va pas me changer la vie. Par contre, l'appli dont que tu vas nous parler maintenant, donc elle pourrait vraiment faciliter la vie des Syriens, quoi. C'est ça? Oui, Élise. Alors, c'est une application mobile qui aide en fait les Syriens qui sont en exil à s'adapter au mode de vie en Turquie. En fait, c'est une application qui porte le nom de Gorbetna. Donc, c'est un mot arabe qui désigne en fait les personnes étrangères au pays où elles vivent. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le mot. En fait, parmi les milliers de Syriens, donc plus précisément 1,7 million qui ont trouvé refuge en Turquie, il y en a beaucoup qui manquent d'informations, qui ne savent pas comment communiquer avec les gens en Turquie ou comment trouver un logement ou encore
savoir comment ouvrir un compte en banque. Bien sûr, c'est pas toujours facile de s'adapter à un nouveau pays et puis surtout dans ces conditions. Voilà, c'est clair. Donc parmi tous ces réfugiés, il y en a un qui a développé une application, donc celle dont je vous parlais, qui propose plusieurs services, comme par exemple la consultation d'offres d'emploi, la consultation des lois turques ou encore les actualités en Turquie, tout simplement. Et ça aide vraiment les gens ? Écoute, apparemment oui, puisque cette application a beaucoup de succès depuis sa création, c'est donc que forcément, elle doit être efficace, j'ai envie de dire. Dans un autre genre, on n'arrête pas le progrès, les designers et les développeurs imaginent de plus en plus d'applications et autres objets connectés dont le but est de stimuler nos sens. L'odorat, le toucher et le goût, maintenant disponibles sur votre smartphone. On regarde. Aujourd'hui, votre smartphone vous offre du texte, du son et des images, de quoi stimuler votre ouïe et votre vue. Mais qu'en est-il des 3 autres sens, le goût, le toucher et l'odorat ? Un universitaire londonien, Adrian Davichuk, s'est penché sur la question des odeurs. Et de ses recherches est finalement né le Senti, un croisement entre un diffuseur de parfums traditionnel et votre téléphone. Imaginez que vous regardez votre ordinateur, votre téléphone, votre portable, tout est derrière une glace, une fenêtre, un écran, tactile ou non. Mais dans le monde réel, on peut ouvrir les fenêtres, on peut toucher, on peut goûter, on peut sentir le monde réel. Donc il faut qu'on permette aux ordinateurs, enfin qu'on revoie notre manière d'interagir avec les ordinateurs pour que ce soit comme dans le monde physique avec nos 5 sens. Pour communiquer en odorama via la téléphonie et Internet, le chercheur a donc imaginé le Senti, qui est couplé à une application. Senti est un gadget que vous mettez sur votre smartphone. Vous le branchez sur la prise jack audio. Et le Senti vous permet d'envoyer un message avec votre téléphone. Pour l'anniversaire de quelqu'un, par exemple, vous pouvez lui envoyer une odeur de fraise. Le gadget permet de créer quelques fragrances, des senteurs florales comme le jasmin et la lavande, des senteurs fruitières ou plus communes comme le café. Chaque cartouche permet de générer une centaine de fois ces quelques odeurs. Et qu'en est-il du toucher ? Des chercheurs japonais ont développé Ringyu, un appareil en forme de bague qui permet de communiquer des sensations via Internet. Avec cet appareil, le Ringyu, que vous mettez sur votre doigt, vous êtes en lien avec votre smartphone et vous pouvez vous connecter avec n'importe qui dans le monde via Internet. Donc je peux être à Londres et mon ami à Tokyo et je peux serrer mes doigts et cet ami ressentira la même chose. C'est une manière de communiquer par le toucher avec des terminaux mobiles. Quand on touche l'anneau, la sensation est transmise numériquement à l'autre anneau. L'application crée aussi un réseau privé sur lequel on peut envoyer des messages, des photos, des vidéos. Cet engin est capable de générer des goûts via des signaux électriques. La machine est reliée à Internet de manière à pouvoir envoyer un goût à quelqu'un. Au cours de nos recherches, nous avons remarqué que certaines fréquences et amplitudes du courant électrique étaient capables de générer artificiellement des goûts. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'on met 2 électrodes en argent dans votre bouche qui stimulent votre langue et votre cerveau traduira la perception de ce goût virtuel. Le laboratoire d'Adrian Davichuk s'appelle le laboratoire de réalité mélangée. Cela reprend le concept de transhumanisme qui spécule que la convergence du monde physique, technologique et virtuel est inévitable.
Voilà, donc une avancée pour les chercheurs, mais voilà quoi, je vois pas l'intérêt de tout ça. Hein. Moi, je mettrais pas, en tout cas pas ma langue sur voilà quoi, sur des électrodes. Hein. Et puis le courant qui passe, c'est dangereux, je trouve. C'est clair, et puis il vaut mieux pas avoir peur du ridicule. Hein. De plus en plus, de toute façon, avec tous ces gadgets, c'est comme les Google Glass et compagnie. Je suis désolée, c'est peut-être super, mais franchement, je me baladerai pas avec ça sur le nez, quoi. Moi non plus, hein, avec ceux qui parlent avec leur téléphone, la reconnaissance vocale, ou je ne sais plus. Ouais, maintenant on peut commander son téléphone par la voix, exactement, la reconnaissance vocale, ou même lui dicter des textes. Hein. D'ailleurs, on a un collègue qui s'amuse beaucoup avec cette fonctionnalité en ce moment, n'est-ce pas? Mais figure-toi, Elise, que dernièrement, les chercheurs vont encore plus loin que la reconnaissance vocale. Ils cherchent donc à libérer l'utilisateur du contact physique avec son téléphone, mais cette fois-ci en traduisant des gestes simples en commande de l'appareil. Comment ça, ils contrôlent le téléphone en faisant des gestes comme ça? Et ouais, par exemple, ouais. En fait, les mouvements de la main au-dessus et sur les côtés de l'appareil vont perturber la propagation du signal entre l'émetteur du téléphone et 4 petites antennes qui sont situées aux 4 coins du téléphone. Et ces modifications du signal sont interprétées par l'appareil en fait pour identifier des gestes simples et codifiés. Mais regardez plutôt, communiquer avec son portable par les gestes. C'est parti. Utiliser son téléphone portable sans même le toucher, sans même le voir. On n'en est pas encore à la télépathie entre smartphone et humain, ça sera la prochaine étape. Là, on en est à l'étape du smartphone qui fonctionne comme un radar. Ce sont des chercheurs de l'université de Washington aux États-Unis qui sont en train de travailler sur ce concept qui s'appelle Sideswipe et qui est un savant mélange entre signaux radio émis par le smartphone et reconnaissance de gestes. Si on pense à un radar sur un avion, sur un bateau, sur quelque chose comme ça, dans ce cas, vous avez un transmetteur qui envoie de l'énergie dans l'environnement qui est reflété par les objets environnants. L'objet dans ce cas, c'est la main de l'utilisateur qui agit comme un miroir, qui renvoie le signal vers sa source. Ce reflet du signal peut être utilisé comme une carte en temps réel par le détecteur. Ce que nous faisons, c'est utiliser une machine qui apprend un algorithme qui lui permet de correspondre aux changements de forme qui sont liés aux mouvements qui ont été précédemment enregistrés. Et quand on détecte une correspondance, alors on dit « tiens, on a là un geste particulier ». Les premières études menées à bien par les chercheurs eux-mêmes indiquent que dans 87% des cas, les détecteurs ont bien identifié les mouvements. Pour l'instant, tout se passe encore dans les laboratoires, mais nos chercheurs espèrent bien que leurs efforts seront bientôt reconnus par les fabricants de téléphones, heureusement toujours avides de nouveautés. C'est vrai que c'est utile, hein, en cas où on est en réunion par exemple, ou en entretien, ne pas sortir son téléphone et puis le commander par les gestes, ça peut être utile, mais aussi c'est utile aussi pour ne pas se faire voler le téléphone. Hein. C'est vrai que c'est un vrai problème ça. Hein. Ouais, c'est vrai que peut-être en le sortant moins de sa poche, on a moins de risques de se le faire voler. Ouais. C'est vrai, mais bon, il y a quand même de moins en moins de problèmes de vol, et ça a été intensif pendant une période, et puis là, les fabricants mettent de plus en plus en place des moyens justement pour limiter ces vols, puisque on peut bloquer son téléphone ou le désactiver à distance par l'iCloud et compagnie. Quoi qu'il en soit, je vous propose qu'on termine cette chronique par les gestes à effectuer en cas de vol ou de perte de son téléphone. C'est clair que c'est un vrai drame hein, de nos jours de se faire voler son smartphone qui est, on va dire, allez, à 100 000 francs, 90 000 francs, tu le perds comme ça par vol. Et sans compter qu'on a toute sa vie dedans, ses adresses, ses photos. Ses adresses, voilà, donc le premier geste à faire en cas de vol ou de perte, c'est bien entendu de bloquer sa ligne auprès de l'opérateur. Donc bon, ici on n'a pas trop le choix, hein, l'OPT. Donc il faut les appeler et leur communiquer le numéro IMEIE de votre appareil. Et c'est quoi ce numéro ? Alors, en fait, tous les téléphones portables possèdent ce fameux numéro IMEIE et qui est composé de 15 à 17 chiffres. Et en fait, ce numéro permet de bloquer la ligne, d'identifier et de désactiver l'appareil. Alors, le plus souvent, on le retrouve bien sur le téléphone, c'est souvent caché sous la batterie, ou alors c'est sur la boîte du téléphone, ou encore sur la batterie. Donc, bon, si on se fait voler son téléphone, c'est un peu trop tard. Donc, je vous conseille de le noter dès à présent. Vous pouvez aussi l'obtenir, en fait, en composant sur le clavier de votre téléphone le code étoile hashtag 06 étoile hashtag, pardon, je recommence, étoile hashtag 06 hashtag. Ça marche, j'ai essayé, vous pouvez obtenir donc votre fameux numéro et le noter quelque part, on ne sait
sait jamais, quoi. Bon, et puis après, l'étape suivante, c'est de bien sûr porter plainte. Et puis si on a assuré, de se faire rembourser son téléphone. En tout cas, les voleurs ne pourront pas utiliser notre téléphone. Voilà, exactement. Si l'on voulait. Merci. Merci Mara. Merci à toi Élise, merci à tous et bon week-end. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour une nouvelle quotidienne. Tata à tous.